Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire juste un petit cours sur la marche cyclique des robots bipèdes. On va faire un petit cours assez général, on va un petit peu détailler les équations mais sans vraiment rentrer dans le détail, notamment pour la génération de trajectoire et la stabilité, mais voilà, donner quelques petits concepts comme ça. Et donc on va commencer tout de suite. Il faut savoir c'est qu'au début de la robotique, en fait, qu'on a voulu faire marcher des robots, on avait deux approches un petit peu opposées qui aujourd'hui, il y en a une qui a pris un peu le pas sur l'autre sans faire de jeu de mots. On avait la première méthode qui disait marcher, c'est simplement mettre un pied devant l'autre. Donc quand le robot marche, il va se poser la question où est-ce que je dois mettre mon pied lors du prochain pas et comment je dois le mettre. Donc ça c'était la première méthode. Et la deuxième méthode, c'est en fait, les gens se sont dit marcher globalement c'est je fais gauche, je fais droite et puis je recommence. Et comme ça en fait j'ai un cycle de marche qui va me permettre d'avancer assez longtemps. Si ce cycle est suffisamment robuste aux perturbations, je vais pouvoir marcher sur des sols un peu accidentés, pas forcément du sol bien rectiligne, etc. Donc la vidéo d'aujourd'hui, elle va se concentrer vraiment sur la marche cyclique. Les dernières avancées vraiment, enfin beaucoup de travaux actuellement sont plutôt sur la première méthode, mais on a quand même des travaux, notamment tout ce qui est marche de Pettman, qui sont pas super vieilles, qui ont plutôt tendance à nous rapporter, qui se sont quand même plus intéressés au cycle de marche vraiment qu'à dire où est-ce que je pose un pied. Donc je pense voilà, c'est assez intéressant de regarder ça. Même si la plupart des publications sur les cycles de marche sont un peu vieilles, mais il y a quand même Boston Dynamics et notamment les démos de Pettman, etc., qui nous prouvent que finalement cette démarche n'est pas forcément à jeter tout de suite. Donc en fait, quand les gens ont commencé à faire ça, ils se sont dit où est-ce qu'on a des systèmes qui marchent? Et puis le premier qu'ils ont trouvé, c'est la marche humaine. Donc ils se sont commencé à étudier la marche humaine. Donc on a des cycles de marche, donc des phases de double appui, des phases de simple appui, etc., etc. Donc ça, il y avait pas mal de choses dessus qui sont faites sur le cycle de la marche humaine, d'études finalement qu'est-ce que l'humain essaie de minimiser quand il marche, est-ce qu'il essaie d'aller maximiser, est-ce qu'il essaie d'aller plus vite, le plus loin, de moins se fatiguer, etc. Et la plupart des roboticiens au début de la robotique, étaient quand même plutôt formés à tout ce qui était automatique, et donc ils se sont intéressés à des systèmes mécaniques ou physiques un petit peu bizarres, donc notamment celui-là, qui est en fait ce qu'on appelle un robot passif qui marche. Donc un robot qui n'a vraiment aucun moteur, et en fait en lui donnant une petite impulsion, il va se lancer dans un cycle qui vont le faire marcher. La seule énergie en fait qui est venue vient du fait que le sol il est légèrement en pente, donc on a de l'énergie potentielle qui va être transformée en énergie cinétique par le système. Donc si vous avez vu dans la première partie de la vidéo, en fait il y avait des petites cales sous les pieds pour éviter que en fait quand les pieds repassent devant, ils touchent le sol. Dans cette partie là, on voit ici, donc ici les petites cales dont je parle, et dans la deuxième partie de la vidéo, on voit ici qu'il y a un système qui a été fait un peu pour surélever le pied. Donc ça c'était les premiers travaux de fait par Tad McGeer en 90. Bon, il y en a eu quelques-uns d'autres depuis. Bon, il veut pas. Vous avez notamment des travaux de l'université de Nagoya où ils ont fait en fait quelque chose un peu différent. Ils ont mis une articulation au niveau du genou et ils ont réussi à faire marcher ce petit système là pendant à peu près 35 minutes. Et pendant ces 35 minutes, il a quand même fait 4000 pas, ce qui est pas mal. Et donc vous avez d'autres systèmes, d'autres personnes qui se sont penchées un peu sur ce type de système-là. Et notamment l'université de Nagoya, donc, qui a fait ce petit robot ici. Ce petit robot-là qui a la particularité par rapport au robot de McGeer d'avoir des articulations au niveau du genou. Donc ils ont quand même réussi à avoir un petit robot comme ça qui a fait à peu près 4000 pas pendant 35 minutes.
On voit ici quand même que le cycle il est quand même assez régulier, c'est assez répétitif, et on va voir vers la fin de la vidéo, juste avant que le robot il tombe, on voit que le cycle il commence à être un petit peu perturbé. On voit ici que le robot il est toujours sur un plan incliné, hein, avec un tapis roulant. Et voilà. Donc là on commence à voir, vous voyez, que le cycle il est plus très régulier, et que le robot va vraisemblablement tomber assez rapidement. Et donc il va tomber là. Voilà. Donc voilà, 4000 pas, 35 minutes, c'est quand même pas mal. Actuellement, le record du monde, il est plutôt voilà, un petit robot de l'université d'Hakodate, qui a tenu 100 heures. Alors sur les 100 heures, il a fait 16 km 9. Si vous calculez, ça fait 100 mètres par heure. Donc il avançait vraiment beaucoup moins vite que celui-là, je pense. Mais voilà, c'est le record du monde actuellement de la distance d'un robot sans articulation. Alors je vais juste revenir ici sur la petite vidéo qui est là. Pour revenir à la fin, vous montrer, parce qu'on ne voit pas des masses. En fait, c'est un peu comme le robot le McGear. Hein, on avait pu croire dans la vidéo que c'était un robot vraiment juste avec 2 jambes. Non, en fait, il a bien une jambe de chaque côté ici. Et ici, on va dire un double pied. Finalement, virtuellement 4 jambes en fait. Qui lui permettait d'avancer comme ça. Donc c'est pas des robots 3D encore. Il y en a eu, donc je vais vous en montrer un tout de suite. Donc un robot ici, vous avez ce robot ici par exemple qui est encore une fois totalement passif, hein, mais où on a ce cycle passif qui est sur l'avancée, hein, on lève le pied gauche, et aussi sur le plan latéral, le robot se translate à gauche et à droite pour faire ça. Donc avec des bras, des choses comme ça. Donc la marche passive, donc la marche cyclique, c'est quelque chose qui a un peu intéressé les gens. Et je vous propose un peu de détailler ici. On va commencer par faire quelques petites définitions pour poser un peu les choses. Hein. Bon, tout d'abord, pour une jambe, on va définir plusieurs phases. On a la phase d'appui, qui est la durée pendant laquelle la jambe, le pied, il est en contact avec le sol. Et on a la phase de balancement, phase de transfert, certains disent aussi. C'est la durée pendant laquelle le pied ne va pas toucher le sol et concrètement va passer d'une position plutôt arrière à une position avant pour pouvoir avancer. Pour un robot bipède, en fait, on va définir des phases de simple support. C'est qu'on a une des 2 jambes qui est en phase d'appui. De double support, c'est quand les 2 jambes sont en phase d'appui. Et des phases de vol, quand aucune des 2 jambes n'est en phase d'appui et que les 2 sont en phase de balancement. Donc là, le robot ne touche pas le sol. On appelle ça une phase de vol. Donc, quand on va définir en fait la marche, donc on définit un cycle de marche comme la succession de phases de simple support et de double support, dans laquelle le robot revient à une configuration, donc position, vitesse, accélération angulaire initiale, c'est-à-dire que à la fin du cycle de marche, l'état du robot c'est le même qu'au début pour pouvoir enchaîner un cycle. Donc voilà, il y a eu plusieurs études. Donc le cycle de marche, globalement ici, si on prend la jambe droite, on va commencer par un double support. Ensuite, on a un simple support où la jambe droite est en phase d'appui. Puis, un double support quand la jambe gauche redevient en phase d'appui. Et ensuite, c'est la jambe gauche qui devient en phase d'appui et la jambe droite vient en phase de balancement. Donc, voilà, un petit peu comment on définit un cycle de marche. On peut également définir un cycle de course de la même façon, sauf que ça va être la succession de phases de simple support et des phases de vol. Pareil, dans laquelle le robot va revenir à une configuration initiale. Donc globalement ici on a bien un cycle de course. On a à peu près 35% du temps, donc 70% du temps, donc 2 fois 35 où on a un pied en contact avec le sol, et le 30% on a des phases de vol. Alors les phases de vol vont dépendre. Hein. Vous avez le robot Asimo dans ses premières courses, il volait, les phases de vol duraient quelques millisecondes. Donc voilà, c'est une course, c'est un moment où on n'a pas les pieds au sol. Voilà. Du coup, maintenant, on va essayer de mettre un petit peu plus des équations. On va se concentrer sur le cycle de marche, même si finalement, ça peut aussi incorporer des phases de vol. On va essayer de faire ça. Donc, on va regarder un petit peu comment modéliser un cycle de marche. Et je vais prendre l'exemple du robot Rabbit. Donc, le robot Rabbit que vous voyez ici, ça a été un robot qui a été fait, un robot plan. Donc on ne le voit pas ici, mais il a une barre, et en fait le robot tournait autour d'un axe, qui fait que vraiment on se concentrait sur le mouvement dans le plan. Et on voit ici finalement que le robot il a 4 vrais actionneurs.
Il en a 2 au niveau du genou. Il en a un qui va permettre de maintenir le tronc et une articulation qui va permettre en gros de gérer les passements entre les jambes. Ou alors on peut voir aussi comme 2 articulations, le tronc par rapport à la jambe droite et le tronc par rapport à la jambe gauche. Mais finalement on n'a que 4 articulations actives, mais l'état du robot en fait, il va falloir rajouter les 2 degrés de translation. Où est-ce que mon robot se situe dans l'espace? Et une rotation par rapport notamment à l'axe vertical. Donc en fait on va avoir 4 articulations actives et 3 articulations virtuelles, passives forcément parce qu'elles ne peuvent pas générer des efforts. Donc en final par exemple on peut définir l'état du robot à travers un vecteur de cette dimension. 4 articulations actives, 3 articulations passives. Donc on va pouvoir mettre le modèle dynamique du robot en fait sous cette forme là, donc c'est une forme classique, M, Q2 points, plus un vecteur qui va dépendre de Q, Q point, est égal aux efforts donc répercutés sur les couples et au niveau des couples. Donc la matrice M c'est la matrice d'inertie, le vecteur H c'est un vecteur qui va représenter les effets de Coriolis, les forces centrifuges et la gravité, et des F et des C ça va déterminer comment les couples moteur et les forces vont agir sur le modèle. Généralement DC ça va être une matrice qui va avoir une matrice qui va être diagonale avec 1 pour les articulations actives et puis 0 pour les articulations passives. Dans DF on va avoir quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à la jacobienne pour les contacts, des choses comme ça. Donc quand on va marcher en fait les efforts de réaction du sol vont exister que quand on va toucher le sol, ça forcément évidemment, mais que selon les directions pour lesquelles la vitesse du pied va être nulle. Donc concrètement, si j'ai le pied au sol, sur le sol, si je regarde la direction verticale, je ne peux pas l'enfoncer vers le bas, sinon je rentre dans le sol. Et si je décolle du sol, tout simplement, je ne peux plus appuyer sur le sol. Donc il n'y a bien plus d'effort dans la direction dont la vitesse est nulle. N'est pas nulle part. Donc en fait cette petite contrainte on peut la mettre sous cette forme ici où on a ce coefficient ici là qui va dépendre du coup un peu de la jacobienne fois Q point qui va être égal à 0. Donc en gros on va considérer que on a soit une vitesse soit un effort au niveau des points de contact. Donc en considérant en fait les 2 équations précédentes on va pouvoir se ramener à une équation du robot pour la phase de simple support avec X point qui va être l'état du robot. Concrètement, il va tenir compte de Q, X va tenir compte de Q et Q point, qui va être une fonction de l'état, et plus une fonction de l'état fois la commande du robot, donc concrètement les couples qu'on va appliquer au robot. On va avoir une mise en équation qui va être sous la même forme, mais avec des valeurs différentes qu'on va avoir en phase de double support. Notamment en phase de double support, on va devoir gérer les efforts internes. Et on va avoir aussi une nouvelle équation quand on va gérer les phases de vol, où là vraiment le robot est complètement en phase de vol, il contrôle vraiment plus du tout son orientation et sa position dans l'espace. C'est du mouvement balistique, il est défini par le début du mouvement. Et voilà, donc on va avoir quand même dans tous les cas l'état du robot qui peut se mettre sous cette forme là, mais avec des formulations différentes des 3 fonctions. Donc comme je l'ai dit, en gros X va contenir les positions et vitesses articulaires, donc X point les vitesses et accélération, et U les commandes du robot, les couples actifs. Donc pour modéliser encore un petit peu tout ça, il va falloir regarder comment on va modéliser l'impact. Donc le passage en fait d'une phase de balancement à une phase d'appui en fait implique qu'on va avoir un impact entre le robot et le sol, soit un impact assez doux si on arrive avec une vitesse proche de 0, soit un impact quand même qui peut être assez violent quand on arrive avec une vitesse non nulle. Et en fait cet impact qui va provoquer une discontinuité des vitesses du robot, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lier les vitesses articulaires avant et après impact à la force d'impact. Donc la force d'impact c'est une force impulsionnelle, donc ce qu'on était IF ici, et en fait on va pouvoir relier ça, et cette force impulsionnelle va être reliée aux différents matériaux du sol, et en gros en simulation on va nécessiter l'utilisation d'un modèle d'impact pour déterminer cet effort, et cet effort va être déterminé. Voilà. Donc on a une continuité en position, quand il y a impact au sol les positions ne changent pas brutalement, par contre les vitesses vont être discontinues, on va avoir un saut de vitesse
au niveau de l'impact dans le domaine articulaire. Donc tout ça pour dire finalement qu'on va donc pouvoir modéliser le robot, la marche du robot par un système à état, donc un système hybride, donc des systèmes continus avec des transitions discrètes d'un système à l'autre. Donc par exemple, le robot ici, quand on va avoir une phase de simple support, on va avoir cette équation-là qui régit l'état du robot. On détecte un impact, on détecte l'impact, donc on va passer à une phase de double support, et quand on va décoller le pied, on va repasser à une phase de simple support. On a aussi des modèles qui en fait supposent des phases de double support instantané. Donc ils disent des doubles supports instantanés, mais ce qui veut dire pas de double support concrètement. Où finalement l'impact ramène à la phase de simple support, mais sur l'autre pied. En général, quand il y a impact du pied gauche, on va supposer que le pied droit se décolle. C'est ce qui est régulièrement fait, notamment dans le cadre des recherches avec le robot Rabbit. Donc voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu les modèles, on va voir comment on va pouvoir planifier un cycle de marche. Donc on va chercher les trajectoires articulaires, Q, Q point, Q seconde, donc, position, vitesse et accélération articulaire, qui vont vous mener à un cycle de marche. Donc pour cela, en fait, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va écrire un problème d'optimisation qui va permettre de déterminer les trajectoires articulaires qui vont minimiser un critère et respecter un ensemble de contraintes. Donc le problème, il est formulé ici. On va essayer de trouver, quel que soit I, donc pour toutes les articulations et quel que soit le temps, donc on va essayer de trouver QI et TC, donc la durée finale du mouvement et les trajectoires articulaires, qui vont minimiser un critère. Ça peut être l'énergie, ça peut être la différence avec une vitesse, ça peut être maximiser la vitesse, ça peut être les jerks, donc la dérivée troisième de la position, la dérivée de l'accélération. Ça peut être beaucoup de choses, ça dépend de l'application. Et donc respecter des contraintes inégalités sur tout l'intervalle de temps et des contraintes égalité sur tout l'intervalle de temps. Donc ce problème, en gros, il va poser un problème, c'est qu'il est dit infini. Pourquoi il dit infini? Parce qu'en fait, trouver une trajectoire articulaire sur tout un intervalle de temps, ça veut dire trouver une infinité de valeurs sur cet intervalle. Et comme on doit trouver une infinité de valeurs sur cet intervalle qui vérifie une infinité de valeurs sur les contraintes, on dit que c'est un problème infini. Donc on a une infinité de valeurs qui est à la fois sur les trajectoires et sur les contraintes. Donc ça, c'est très difficile à résoudre. D'ailleurs, on ne sait pas le résoudre. On va le simplifier pour ramener à quelque chose qu'on sait résoudre. Voilà. Donc, avant de voir comment on simplifie ce problème, on va juste un petit peu détailler ce qu'il y a dans les contraintes et dans les deux fonctions de contraintes. Donc, dans les contraintes inégalités, on va aller mettre les limites physiques du robot. Butée articulaire, vitesse max, couple max. Il peut y en avoir d'autres. Donc tout ça, on va les mettre dans les contraintes inégalités. On peut rajouter aussi des inégalités ponctuelles. On veut qu'à la moitié du temps, le pied soit au-dessus d'une certaine hauteur, par exemple. Ça, on peut tout à fait rajouter ça. Maintenant, les contraintes égalité, en fait, elles vont comporter des contraintes sur le fait qu'il faut que ce soit cyclique. C'est-à-dire qu'il faut que la position initiale et la position finale du robot soient la même. Donc c'est vraiment au niveau articulaire, la translation forcément elle va bouger, mais niveau articulaire et niveau orientation aussi, ça doit être les mêmes. Pareil pour la vitesse, pareil pour les couples. Alors si on suppose le robot symétrique, on va pouvoir couper le problème en deux, je dirais, et vraiment se concentrer à planifier un demi-cycle. Par contre là, du coup, il va falloir vérifier que la position de l'articulation est égale au début du cycle, est égale à la position, on va dire, symétrique, à l'articulation symétrique au milieu du cycle. Bon, ça c'est une petite astuce, c'est pas super compliqué à appréhender. Par contre, il va falloir aussi définir le comportement physique via le modèle dynamique, donc les équations qu'on a vues tout à l'heure, en simple support, en double support, en phase de vol. Et sans oublier que tout ce qui est articulations passives ou les articulations virtuelles, elles ne peuvent pas générer de couple. Donc du coup, il va falloir que dans notre problème d'optimisation, vérifier la physique encore, en vérifiant bien que les couples articulaires ils sont nuls. Donc pour transformer ce problème infini en un problème fini qu'on puisse résoudre, il y a plusieurs méthodes. Donc ce qui a été couramment fait en fait dans la marche cyclique, c'est de prendre en fait les trajectoires articulaires, donc QI, et de faire une paramétrisation polynomiale, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver pour chaque articulation les coefficients d'un polynôme en t puissance 4 même ici,
qui vont permettre de définir les trajectoires articulaires. Donc le problème en fait ça va être de chercher tous ces coefficients pour toutes les articulations. Donc si on a un robot à 7 degrés de liberté, ça va être 7 x 5, 35 coefficients. La durée, donc ça fera 36 coefficients qui vont permettre de vérifier toutes les contraintes de comportement, je dirais, la physique, et de comportement désiré, les contraintes cycliques. Donc dans ce cas-là, le problème en fait il devient ce qu'on appelle semi-infini. L'espace de recherche est devenu un espace de dimension finie. On n'a plus une infinité de valeurs à trouver. Par contre, on a encore une infinité de valeurs ici. Au niveau temporel, il faut vérifier que toutes les contraintes soient valables à chaque instant. Donc c'est pour ça qu'on a encore une infinité de contraintes à respecter. Donc, concrètement, ce qu'on fait en général, c'est que les contraintes inégalités, on va être gérées par une discrétisation temporelle, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre une infinité de valeurs, on va dire, là, je prends 100 valeurs définies, soit également dans le temps, soit pas du tout, c'est pas gênant. On va essayer de prendre une grande quantité de valeurs. Donc on va changer cette contrainte, quel que soit t appartenant à un intervalle continu, quel que soit TD appartenant à un ensemble discret de valeurs, et du coup on va avoir un ensemble de contraintes ici. Donc ça marche plutôt bien pour les contraintes. Alors bon, il y a des méthodes qui ont montré que c'était un petit peu dangereux de faire ça, parce que finalement entre les points qu'on va avoir ici, on n'a aucune preuve que les contraintes vont être satisfaites, mais bon, ça marche quand même pas mal. Par contre, pour les contraintes égalité, on ne peut pas les gérer de la même façon, parce qu'en fait, comme on va paramétrer le mouvement, on va créer un sous-espace, en fait prendre un sous-espace des trajectoires articulaires possibles. On va contraindre, par le fait de paramétrer ces trajectoires, on va les contraindre dans un sous-espace. Et on n'est pas du tout sûr en fait que dans ce sous-espace, on arrive à trouver une solution qui va permettre de vérifier les contraintes égalité continues, qui elles sont dans un autre sous-espace. On n'est pas du tout sûr d'avoir une intersection. La projection des domaines les uns dans les autres peuvent être nulles, donc on n'arrive pas du tout à faire ça. Donc en fait, ça peut être possible de relâcher un petit peu les contraintes, ces contraintes-là, en disant que finalement on va considérer une discrétisation quand même, mais au lieu de dire que c'est égal à 0, on va dire que c'est plus ou moins égal à epsilon, avec un epsilon petit. Finalement, ça correspond à augmenter artificiellement l'espace des contraintes, pour espérer que l'espace des solutions faisables quand on a une intersection. Voilà, c'est pas ce qu'on fait actuellement. C'est pas ce qu'on fait parce que globalement, on ne garantit plus le comportement physique du modèle. On n'est pas du tout sûr que on soit égal à 0. Ça se trouve, on sera tout le temps égal à epsilon, à cette erreur-là. Et du coup, on n'a pas du tout la physique qui est garantie. Donc, on ne peut pas le faire comme ça. Alors, il y a d'autres contraintes qui peuvent être gérées comme ça, mais bon, sur la physique, quand même, c'est un peu dur à justifier qu'on va approximer la physique alors qu'on a les équations qui sont connues. Donc en fait, il y a une autre solution qui a été faite dans la publique qui est citée là, c'est de faire une optimisation en considérant pas Q de t, mais Q de s. Donc une fonction s qui va appartenir à l'intervalle 0,1, s de t, s de monotone. Et en fait, au lieu d'optimiser Q de t, on va remplacer t par s. Et donc pour s, pour t égale 0, on va avoir s égale 0. Pour t égale tc, on va avoir s égale 1. Et on va les remplacer dans les équations différentes, par la précédente. Donc s de t, c'est une fonction monotone, elle va être définie par les contraintes. Donc là, c'est vraiment s de t, il n'y a pas de formule pour le faire, c'est vraiment s qui est défini par les contraintes physiques du modèle. Et les trajectoires articulaires vont pouvoir être définies. Donc on va avoir q de t, ça va être q de s de t. Et la dérivée de q de t, ça va être la dérivée de q de s par rapport à ds, par rapport à s, et la dérivée de s de t par rapport à t. Donc comme ça, on va pouvoir un petit peu générer ce cycle, ces trajectoires qui vont nous faire un cycle de marche, etc. Et comment on va générer la marche passive dans ce cas-là? Alors la marche passive, en général, les gens font plutôt des essais, regardent les cycles, essaient de motiver un petit peu. En fait, au lieu de planifier les trajectoires, comme on fait quand on connaît le robot, en fait, quand on fait la conception du robot, on peut à la fois planifier les trajectoires et les paramètres géométriques et dynamiques, donc ce que j'ai appelé delta, du robot, pendant le processus d'optimisation. Donc on va changer ça du coup à trouver les trajectoires, la durée et les paramètres qui vont nous permettre de vérifier toutes ces contraintes ici que j'ai expliquées avant.
Donc on a les mêmes astuces, on va dire, pour gérer les contraintes égalité. Mais la marche passive, en fait, peut être gérée comme ça. Donc bien sûr, dans la marche passive, il va falloir rajouter les contraintes pour vérifier que toutes les articulations, elles sont passives, c'est-à-dire qu'elles ont un couple nul. Voilà, donc maintenant on a vu un petit peu les bases de générer le cycle de marche. Maintenant on va voir comment on peut prouver qu'avec ce cycle et tel correcteur, on va avoir finalement un robot qui va être stable dans ce cycle de marche. Donc je ne vais pas détailler les types de correcteurs ici. Je pense que je le ferai dans une autre vidéo un petit peu plus tard. Mais c'est juste, voilà, donner quelques items sur la stabilité cyclique des robots marcheurs et quelques petites infos, quoi. On ne va pas rentrer dans le détail ici. Donc à partir du moment où on a trouvé un cycle stable, comment garantir que l'asservissement en fait permettra de suivre ce cycle ou un autre cycle, mais du moins toujours un cycle stable. Donc dans la publication qui est marquée là, il y a le plan de phase qui est souvent utilisé, qui permet de représenter graphiquement les cycles. En fait, le plan de phase, on va représenter la position et la vitesse. Donc quand on n'a qu'un seul état, c'est assez facile, position et vitesse. Quand on a un robot avec plusieurs articulations, on va essayer de le faire sur toutes les articulations, position et vitesse, et voir un peu si le cycle est bon. Par exemple, on voit ici un cycle où on part d'ici, on va partir ici, donc on a une phase de simple support. À la fin de la phase de simple support, on a impact de la jambe gauche, donc impact discontinuité au niveau des vitesses, et de même ici, donc phase de simple support sur la jambe gauche, impact discontinuité. Et comme ça, on arrive à avoir ce cycle comme ça. Voilà, on a le cycle, comment on fait. Donc en fait, quand on va avoir notre correcteur, etc., on va utiliser ce qu'on appelle la section de point carré. Donc on va faire repartir l'état d'un système qui n'est pas sur le cycle, on va lancer le calcul, le correcteur, et voir comment ce système converge vers le cycle, on va dire le cycle limite, qui est le cycle en rouge ici. Donc comment on va faire ça? On va tracer, en fait, on va essayer d'avoir un espace de dimension plus petit, qui est ici cette section de point carré. Donc si on est en 2D, la section de point carré c'est une droite. Et en fait on va avoir plusieurs points au premier passage, au deuxième passage, au troisième passage. Donc des points P. Et en fait on va essayer de décrire une suite de points, donc P et K, et une fonction P telle que en fait on va pouvoir décrire la valeur du prochain point en fonction de la valeur de l'ancienne. Voilà, donc tout simplement, je connais mon état quand je suis au premier cycle, je sais en déduire l'état quand je serai à peu près au même moment, au moment le plus proche, on va dire, au cycle suivant, comme ça. Donc le cycle il va être stable en fait, si on arrive à définir un point fixe, P étoile, tel que P étoile égale la fonction fois P étoile, donc finalement le cycle suivant, c'est avec le même que le cycle actuel. Donc on va définir une stabilité comme ça. Et ça va nous permettre de quantifier est-ce que notre système, notre correcteur, notre asservissement sera stable, pourra suivre une trajectoire donnée. Voilà, j'ai donné beaucoup d'infos là sur les cycles de marche. Voilà, c'est pas ce qui est actuellement le plus utilisé en robotique. C'est bien de savoir que ça existe. J'ai pas voulu rentrer dans le détail des équations. Je pourrais le faire dans le cadre d'une prochaine vidéo si ça intéresse des gens. Voilà. J'espère que ça a été quand même assez clair. Et puis je vais vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.